Oh que oui, j'ai quitté l'hiver manitobain pour le printemps québécois et enfin, là, il commence à faire beau. Je suis venu pour la première fois au studio en vélo. Tu fait du beau temps, toi? Ouais, on profite du beau temps. Moi, je suis venu en auto parce que j'ai un plus long ride à faire. Là. Mais ça fait du bien, je suis d'accord avec toi. Là. Et qui dit printemps, dit série de la Coupe Stanley, dit Canadien de Montréal, dit première ronde contre Tampa Bay, dit Michael Dufort, qu'on retrouve présentement. Mick, craqué pour le match numéro 3 ce soir. Ouais, quand même très hype. Là. J'ai écouté la première game dans l'avion, la game numéro 2 avec ma famille, puis là, la 3, on va l'écouter avec mon monde ici de Montréal. Là, tu vas pas au Centre Bell à soir? Non, pense pas. Moi, je viens de Saint-Jean, là. C'est à Saint-Jean qu'ils font le truc dans l'église, la cathédrale. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça. C'est incroyable. Ça, c'est quoi qu'ils vont faire? T'es allé? Non, mais je l'ai vu, là. On a vu les images, on a pu voir. Je pense que ça a été... Ah ouais, il y avait des caméras durant les games, tout ça, puis ils montraient des images et tout. Ça a l'air vraiment cool comme setup. Ouais, exact. Ça revient à 30, un peu moins de 35 $ par personne, là, après taxes et tout. Fait que, non, c'est intéressant. Pour vrai, je pense que je vais essayer d'aller voir un match là-bas avec ça. En tout cas, on espère que ça va gagner ce soir à Montréal. Pas ce soir. Demain soir. Ouais, j'ai dit aujourd'hui, là, mais si, j'étais dans le champ gauche. Pas à peu près. Demain soir. Vendredi soir, on enregistre jeudi, donc à l'aube de ce match numéro 3 contre le Lightning. Mais ce ne sera pas de ça dont il sera question aujourd'hui. Bien sûr, on a un gros menu pour vous. Bienvenue au SOS Podcast. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Ouais, on va revenir sur l'UFC Winnipeg. Grosse victoire de Charles Jourdain. Une troisième de suite pour lui à 135 livres. On va en parler avec Johan. Michael Dufort, bon, bien sûr, combattant québécois d'arts martiaux mixtes, était sur place à Winnipeg. Mick, on va avoir ton avis sur ce que tu as vu également sur place, mais aussi par rapport à ce que tu as fait dans les semaines précédant le combat. Ça, c'est vraiment ultra intéressant et un peu craqué, on va se le dire. Mais te connaissant, on n'est pas surpris. On va mettre la table avec Johan pour le prochain gala de l'UFC. C'est à l'Apex ce samedi entre Aljamain Sterling et Youssef Zalal. Plein d'actualités également au menu pour vous. Mais d'abord, parlons à Mick parce que avant de parler des combats de Winnipeg, Mick, là, pour les gens qui te suivent sur les médias sociaux et qui ont suivi ton parcours, tu as fait pas une coupe de poids complète, mais tu as fait un camp d'entraînement en prévision de l'UFC Winnipeg en te disant, s'il y a un combattant qui déclare forfait pour une raison ou pour une autre, ils n'auront pas le choix de me donner ma chance. C'est un peu ça la logique. Raconte-nous tout ce que tu as fait. Là. Exact. J'ai littéralement fait un camp d'entraînement en me disant qu'il y avait 4 combattants à 155 livres qui allaient être sa carte. Donc, tu sais, des visa issues, des weight cuts qui tournent mal, peu importe ce qui tournait mal, ben... j'ai fait toute la déshydrate. Ben, j'ai fait tout le water load. J'ai pratiquement fait tout le processus pour faire mon 155 livres. J'ai arrêté à 167 environ. C'est quoi, jeudi soir à 6h PM, j'ai pas mal arrêté de faire tout le sacrifice. Là. J'ai jeûné un bon... je devais être rendu à une trentaine, un peu plus de 30 heures de jeûne pour perdre mes derniers livres avant de faire mon... tu sais, honnêtement, tout ce qui restait à faire, c'était probablement d'aller me coucher. C'était de faire la déshydrate un petit peu le soir parce que j'aime me coucher à 163 environ pour avoir juste un 5-6 livres à faire le lendemain matin. Mais concrètement, le cerveau était locked in pour le faire. J'étais locked pour le faire. Puis les circonstances ont juste pas été optimales. Fait que ils m'ont call off à 6h. Fait qu'à 6h, je me suis permis de remanger. Puis ça fait quand même juste une semaine, puis je dois avoir pris au moins un bon 15 à 18 livres en une semaine depuis jeudi passé, en fait. Puis on dirait que ça me rentre pas dans la tête que ça fait juste une semaine, mais
j'ai abusé de la bouffe. Ben, tu l'as vu. C'est ça que j'allais dire. On s'est vu, moi puis Mick, à Winnipeg. Okay. J'ai jamais vu un nog de même, mon gars. Là. C'était fou raide. Quand je l'ai vu vendredi soir, c'était... On était allé dans une espèce de food court, une place où il y avait plein de restaurants. Ils les ont tous essayés. Là. Ouais. Toute la gang. Puis au déjeuner, le lendemain, c'était 2 assiettes. Puis le soir, après le gala, c'était 2 assiettes encore, un gros Christy de dessert. C'était fou raide. Mais en comprenant le processus qu'il a fait, tu dis, c'est sûr que le gars, il reprend le temps perdu. Là. Mais quand tu dis ils t'ont donné le off, c'est que c'est l'UFC? C'est ton agent qui t'a dit... c'est mon agent qui communiquait. Okay. Mon agent communiquait avec l'UFC. Puis, dans le fond, il prenait un petit peu le pouls de la situation. Est-ce que les gars vont faire le poids? Okay. Est-ce que tout se passe bien? Puis, fun fact, l'UFC pensait que j'étais à Winnipeg jeudi. Mais, j'étais à Montréal jeudi. Puis moi, je descendais à Winnipeg vendredi matin. Mais l'UFC pensait que j'étais sur place. Donc, encore là, ça paraît mieux dans le CV. Mais... J'ai tout fait ici, puis j'ai regardé. Les derniers billets d'avion étaient à 6 heures. Donc, le dernier vol, je pense, partait à 7 heures PM. Donc, j'aurais arrivé comme à Winnipeg, genre à 9-10 heures, 11 heures, je pense. Puis, j'aurais probablement commencé ma déshydrate direct. Puis, ça se serait bien. Ça aurait été de la merde, là, on le sait tous, mais ben oui. Je l'aurais fait. J'aurais fait le poids, puis, tu sais, ce que je prends pas en considération aussi, j'ai suivi les notes de tu sais, moi, je note tous mes poids de camp d'entraînement. Donc, j'ai quand même un bon... je suis capable de le voir si je suis dans le pattern ou pas dans le pattern. Puis, j'avais même pas pris en considération que mes 3 derniers combats étaient à 155 livres pile, vu que c'est des combats de championnat. Donc, j'aurais eu une livre de spare, fait que... Puis l'UFC, on le sait tous que la pesée de l'UFC, c'est beaucoup plus simple que la pesée samouraï. Malheureusement, la pesée samouraï, c'est un petit peu la régie du Québec qui fait... Moi, je trouve que c'est un manque de sécurité envers les athlètes. Là. Les athlètes sont un petit peu... c'est pas bon pour la tête d'un athlète, c'est pas bon pour un gars qui s'en va se battre 24 heures après. Le fait que ce soit plus tard? Ils te veulent tous sur place à comme 9 heures à Montréal, avec la régie des sports et des jeux ici. Okay. Puis à 9 heures, mais la pesée n'est pas avant midi. Donc pendant 3 heures, tu es déshydraté, puis tu fais juste attendre de pouvoir te peser. Tu sais, PFL ou l'UFC, c'est littéralement, tu arrives entre 9 et 11, ouais. Tu te pèses, ils notent ton poids, puis tu peux aller boire de l'eau. Là. Fait que tu es déshydraté concrètement pas longtemps. Je veux dire, tu es déshydraté à ton pic pendant 10 minutes. Après ça, tu te réhydrates. Ouais. Ici, on est déshydraté à notre pic pendant 3 heures. Puis ça, c'est sans compter que, mettons, ta coupe de poids, t'as fait chez vous, c'est 25-30 minutes de se rendre au casino. Après, c'est 3 heures d'attente. Fait que c'est 3 heures et demie, des fois 4 heures d'attente que, c'est un gros point, tu vas faire déshydrater à ton pic. Mm-hmm. Ouais, c'est un gros point, ça. De l'autre côté, du côté de l'UFC, Mick, as-tu eu des bons commentaires, des bons feedbacks? As-tu eu des commentaires te disant comme que l'UFC trouve ça intéressant que tu aies fait ça, que tu aies fait les sacrifices? Est-ce qu'il y a eu des mots qui se sont dit? Écoute, j'ai pas eu plus de feedback qu'il faut. J'ai eu la chance de rencontrer Sean Shelby après à l'hôtel, puis j'étais avec Daniel Lafont. Daniel, il nous a présenté. Mais tu sais, Daniel parle fréquemment à Sean Shelby à propos de moi. Mon agent communiquait aussi avec Sean Shelby. Puis là, Sean Shelby est supposé cette semaine faire ses match-ups de Dana White Contender Series. So, dans un monde idéal, je me ferais appeler Let's pour go. ça. Exact. So, puis tu sais, c'est le fun. C'est le fun de... Je sais qu'il m'avait vu me battre à Windsor, mais tu sais, il m'avait pas communiqué, puis on n'avait pas parlé plus qu'il faut. Là, je veux dire, on a eu un face-à-face, on s'est serré la main, je me suis présenté. Tu sais, là, au moins, il y a comme... Il y a une image fraîche dans sa tête de c'est qui Michael Dufort. Donc, écoute, encore là, c'est pas entre mes mains à moi, c'est entre les leurs, mais en espérant que j'aie ma chance. Sean Shelby, pour ceux qui ne savent pas, matchmaker de l'UFC. L'un des 2 matchmakers, c'est lui qui s'occupe des plus petits poids, la catégorie dont Mick fait partie. Puis Daniel Lafont, promoteur et président de Samouraï, là, qui est en contact avec l'UFC fréquemment pour
pour ces gars-là sur l'UFC Fight Pass, mais qui était avec lui, avec toute la gang de samouraïs à Winnipeg. Bon, Il semblait avoir beaucoup de monde qui était là aussi, là. Ben, il y avait une petite gang du Québec. Il y avait aussi, ben, c'est sûr que Julien avait Oui. beaucoup de monde qui était monté. Charles avait son entourage également. Le fait qu'il y avait 2 Québécois, c'est sûr qu'il y avait du monde. Moi, j'ai rencontré je vais les saluer, là, Julie et Jasmin. Je sais pas s'ils écoutent le podcast, mais de Val. Eux autres, ils voyagent partout au Canada. Chaque fois qu'il y a un gala au Canada, je les avais vus à Vancouver, je les ai vus à Winnipeg. Ah ouais. Je les ai revus à l'aéroport. Ils partent de Val d'Or, eux autres, puis ils voyagent partout. Des gros fans. Mick, avant de reparler de Winnipeg, il faut parler de aussi ce que tu fais sur tes médias sociaux. C'est un peu dans la même veine là, que de faire cette coupe de poids-là, puis d'être dans les bonnes grâces de l'UFC, puis de leur prouver que tu as ta place. Mais là, carrément, tu les harcèles là, depuis 4 mois, là, à peu près. T'es rendu dans jour 80, 85, je sais plus trop, j'ai perdu le compte, mais à chaque jour, tu postes une vidéo, tu tags justement Sean Shelby, Dana White, tu leur dis « Signez-moi à l'UFC », puis t'arrêtes pas, là. Ouais, exact. C'est les gars de One Bone qui m'ont dit faut que tu sois différent des autres. Puis là, ils m'avaient lancé l'idée, puis j'ai dit c'est sharp, ouais. Là, on a commencé de même. Au début, je faisais des stories, mais là, encore là, il y a du monde qui me disait tu devrais faire des vrais posts. Puis là, tu veux pas comme achaler le monde non plus, mais m'emmener comme ça fait partie de la routine à cette heure de juste quand je m'entraîne. Puis tu sais, je m'entraîne à tous les jours, là. Fait que c'est quoi prendre un 30 secondes pour faire le petit vidéo. Fait que quand je m'entraîne, je fais mon shout-out à l'UFC. Je leur demande littéralement de me signer. Là, on est rendu à Day 82 of me asking Dana White to sign me with the UFC. Fait que c'est littéralement ça. C'est juste un petit post. Puis, tu sais, j'essaie d'utiliser des trends qui marchent en ce moment pour peut-être faire plus de views, ces affaires-là, parce que on est à l'ère à l'ère des réseaux sociaux, là. Exact. Fait que j'essaie de me faire repost puis toutes ces affaires-là, mais écoute, il y a plus de gêne, là, rendu à 82 jours, là. Je le fais, puis tu sais, le monde me supporte, on dirait qu'ils sont comme tabarnak, qui est persévérant, puis honnêtement, j'ai pour montrer que la persévérance, c'est une des affaires que t'as le plus de chances d'avoir un payback avec, donc après 82 jours de persévérance, écoute, on s'arrêtera pas en si bon chemin. Des bêtes. Mais, tu sais, on peut pas te l'enlever, Mike, là. Mick, écoute, là, t'es allé à Winnipeg, t'as fait ta coupe de poids pratiquement au complet, je veux dire. Ça fait 82 jours que tu t'entraînes comme un malade, que tu lances des messages à l'UFC. T'as refusé d'autres opportunités. Ça, je sais pas si c'est public, mais t'as refusé d'autres opportunités parce que tu dis, non, moi, c'est l'UFC ou rien. C'est pas public, mais oui, j'ai refusé quand même. Honnêtement, j'ai refusé l'organisation 2 et 3 au monde en ce moment, juste parce que je suis vraiment locked in sur l'UFC. Donc, ça va payer, ça s'en vient, man, je te le dis. Exact. Je pense que ça s'en vient. C'est ça que je me dis, là. Si c'est Contender Series, ça sera Contender Series, mais tu sais, t'as le talent pour affronter n'importe qui, tu sais. C'est pas juste ça. Contender, je comprends que pour certains combattants, c'est pas alléchant comme offre, mais tu sais, mettons un gars comme toi ou moi, là, toi, tu l'as fait, là, pis. J'y retournerais, moi. On est des showmen. On n'a pas tendance à faire des boring fights. Quand on s'en va se battre, c'est pour se battre. Puis, tu sais, si tu regardes ma fiche sur 16 victoires professionnelles, j'en ai 15 par finish. Exact. Tu sais, je pense que j'ai le style parfait pour passer à Contender puis juste avoir le contrat, là. Fait que c'est Contender. C'est-tu Samouraï No Matter What? Là, ça, c'est annoncé publiquement. Finale, 29 mai au casino. Ça, c'est réglé. Si t'arrives entre-temps et ils te disent on te prend Contender en septembre, tu skippes-tu Samouraï ou non? Il y a des bonnes chances que je doive le faire, oui, parce que probablement que ça va faire partie du contrat qu'ils veulent pas que je me blesse. Ouais, c'est donc, ça. il va falloir que je le fasse, mais ce qui peut être positif aussi, c'est qu'après une victoire Samouraï convaincante encore, ça se peut qu'il... C'est peut-être ça qui va faire la différence. Il y a des changements qui arrivent avec Contender. Fait que ça se peut exactement ça se peut que ça prenne la victoire Samouraï pour aller par Contender. Ça se peut que ça prenne la victoire Samouraï pour être signé directement avec l'UFC. T'sais, on sait pas. Il y a tellement d'incertitudes. On sait tellement rien. Non, c'est ça. De tout que faut juste persévérer puis attendre, être patient. Ce serait le 29 mai, donc en tout cas, c'est le prochain gala Samouraï. Le plan A, c'est d'avoir Michael Dufort en finale pour défendre ta ceinture des 155, j'imagine. Exact. Bon. Tu sais, Daniel m'avait parlé, tu pourrais ne pas défendre ta ceinture si ça te dérange pas, mais je suis comme...
sais, je suis le champion, je vais aller défendre ma ceinture. Là. Il dit, ouais, il y a du monde des fois qui aime pas trop ça, faire des combats de 5 rounds. Je sais quel combat de 5 rounds? Il y en a pas de 5 rounds. Exact. Fait longtemps que t'es pas allé à non, moi, 50 ça dans me tes dérange combats. pas. C'est ça. Exact. Ça me dérange pas, j'aime ça pour vrai en plus. Puis, tu sais, sur 5 rounds en plus, mon plan A, c'est de finir mon adversaire très rapidement. Mais j'ai vraiment un cardio quand même excellent. Donc, tu sais, si ça va pas comme je le veux des fois dans les 2 premiers rounds, t'as pas juste un round pour revenir. Tu vas en avoir 3 dans un combat de championnat. Donc, tu sais, j'ai vraiment très confiance en mon cardio qu'il y a pas grand monde qui peut matcher. Que, tu sais, je suis doublement confiant avec 5 rounds. Très intéressant, en tout cas. Là, on pourra en parler des heures, mais là, il faut parler des combats qu'on a vus la semaine passée. Je le disais, il y avait 2 Québécois. Il y a Mike Malott également. Je vais commencer avec toi, Yoann, parce qu'on va parler premièrement de Charles Jourdain. Ouais. C'est un combat super important pour lui. Il est allé chercher la victoire contre Kyler Phillips en demi-finale à Winnipeg. C'est un vraiment bon combat, d'ailleurs, combat de la soirée. Gros boni pour les deux. 100 000 $. C'est un combat serré, honnêtement. Moi, plus serré que j'anticipais. Moi, je pensais que Charles allait être capable de solutionner Phillips. Et je donne beaucoup de crédit à l'Américain, qui est arrivé avec un bon plan de match, a essayé de lutter. Il est difficile à toucher aussi également. Là. Il y a un bon jeu de pied, on le savait, tout ça. Mais la persévérance... la force physique également de Charles Jourdain, je pense a fait la différence. Comment t'as vu ça? Chapeau à Charles Jourdain, honnêtement, qui s'est fait... écoute, Phillips a 12 tentatives de takedown d'amener au sol pendant le combat. C'est énorme. A réussi 7 de ces 12 tentatives d'amener au sol. Charles Jourdain, qui a constamment n'a jamais accepté le sol. Il se faisait amener au sol, essayait une guillotine, essayait un Kimura, était toujours en train d'essayer d'attaquer des soumissions, voulait jamais accepter. A fait du dommage aussi avec des coudes. A fait du dommage avec des coudes. Philippe, qui était pas capable de lui, à l'inverse, faire du dommage. Charles, qui trouvait souvent la solution de se relever debout. Et facteur important, au niveau du clinch, 17 coups sur 18 coups ont touché la cible de manière significative. Du côté de Charles Jourdain, on le sait, Charles Jourdain en clinch est très bon avec ses coudes, ses uppercuts. Donc ça paraît pas vite. Mais non, Charles a fait beaucoup de dommages, a été dominant au niveau du combat debout aussi. C'est sûr que visuellement parlant, voir Phillips amener Charles au sol comme ça, on peut penser que c'est lui qui l'a contrôlé le combat, oui, mais il n'y a eu aucun dommage de fait. Moi, je lève mon chapeau à Charles Jourdain, je trouve qu'il a été très combatif, il a jamais accepté la défaite, puis il a été très résilient, puis c'est une belle victoire pour lui, là. Mick, toi, comment t'as vu ça un peu de la même façon? J'ai trouvé que Philippe aussi m'a impressionné. Je l'ai vraiment trouvé bon. Je trouvais qu'il avait un bon pattern. Il était résilient aussi parce que, encore là, Charles a fait beaucoup de flying stuff qu'habituellement ça met fin au combat quand même. Exact. Puis Phillips a été bon. J'ai vraiment aimé le combat. J'ai trouvé ça vraiment serré. Le 3e round aurait pu aller. Je pense que c'est le 3e round qui a décidé un petit peu qui gagnait le combat. D'accord. C'est un combat extrêmement serré, comme je dis. Puis j'ai vraiment aimé le sol de Philippe, je l'ai vraiment trouvé bon. Je trouvais qu'il bougeait bien, mais comme Yoann dit, Charles jamais, je te le dis, ça avait l'air d'une tu sais, quand tu essaies de grabber un poisson puis qu'il glisse tout le temps, c'est un petit peu ça. Charles bougeait tout le temps, il popait tout le temps les hanches. I guess que lui et son coach de Joe ont travaillé fort à ce camp d'entraînement-là, à juste passer son temps à se relever parce que c'est littéralement ce que Charles faisait. Il passait son temps à se relever, puis non, je trouvais ça intéressant, puis bon combattant, Philippe, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu sais, il y a du monde un peu avant le combat qui parlait de ça, justement, du fait que Philippe, ça avait jamais été fini. OK, mais Charles, c'est un bon finisher pareil, surtout pour la division des 120, 130, 135 livres. Ouais. Non, j'ai trouvé ça intéressant comme combat. Charles était... On l'a vu dans ses yeux, peut-être surpris de la... En tout cas, en attendant les juges, il n'était pas ultra confiant, mais avec raison, puis je suis d'accord avec toi, Mick. Phillips a gagné le premier round. Oui. Charles est revenu fort au deuxième. Puis le troisième, première portion du round, Phillips a réussi à les amener au sol. Il y a eu un contrôle pendant quoi? J'ai les stats ici, 1 minute 45, ce qui n'est pas rien. Puis là, tu dis, est-ce que Charles va manquer de temps en fin de round pour essayer de marquer des points, puis tout ça? Mais... toutes les 2 dernières minutes du round, c'est Charles qui courait après Phillips. Il essayait tout, il essayait de le toucher, puis Phillips était vraiment sur le pied arrière, puis il essayait de bouger. Puis clairement, ça a marqué des points pour Charles. La puissance est du côté de Charles. Il y avait beaucoup plus de dommages aussi.
alors que Phillips avait... Beaucoup de coups au corps avec ses pieds, beaucoup de teep au corps avec les pieds, beaucoup de pression de la part de Charles. Mais je suis d'accord que ce qui est impressionnant, c'est le nombre de fois que Charles a essayé son coup de genou à la volée, mais le nombre de fois que Phillips a quand même décidé de rentrer dans les jambes malgré tout. Fait que c'est vrai que de ce côté-là, c'est vrai que Phillips était quand même impressionnant de se dire que malgré les tentatives de KO extrêmes, les coups de genou à la volée et tout, décidait de quand même continuer de rentrer dans les jambes puis lutter. Fait que ça donnait un combat vraiment intéressant, mais précision au niveau de Charles. Pour ce que ça vaut, c'est pas mal tout le monde. Si Phillips avait gagné, ça aurait peut-être eu un petit peu dans les brancards. Tu sais, MMA Decisions, là, alors que tu sais, plein de journalistes qui scorent les combats, tout le monde avait la même vision, le 29-28 pour Charles Jourdain. Comme je disais, Charles était un petit peu surpris, agréablement surpris, mais avec le recul, il se dit, c'est ça, j'ai fait plus de dommages. Même sur mon dos, j'ai fait des coups de coude. Il était pas satisfait de sa performance. Il l'a dit en entrevue. Il dit, je me suis un peu fait... Il m'a un peu entraîné dans son jeu, tu sais. Alors que Charles aurait voulu s'imposer différemment. Mais ça, chapeau à Phillips, comme on le dit. Bref, c'était vraiment un bon combat. C'était pas assez pour Charles d'entrer dans le top 15, par contre. Il demeure à l'extérieur du top 15, puis on se demande la suite pour lui. Mick, je vais te demander à toi... avant le combat, il parlait de Deiveson Figueiredo, qui est classé, je pense, 7e dans la catégorie. Là, dans les derniers jours, je l'ai vu sur Twitter, il voudrait affronter Marlon Vera. Marlon Vera. Qui est 10e. Qu'est-ce que tu penses attend Charles pour la suite? Honnêtement, un combat top 15, ça serait intéressant. Là. Je pense que ça sert à rien de jumper des étapes puis d'aller dans le top 10 tout de suite. Moi, personnellement, je pense que... Peut-être pour ça que plutôt que Figueiredo encore, il descend un petit peu. Le Vera est un petit peu derrière Figui dans les classements. Il a rajouté ça à ce niveau-là. Je pense que tu devrais affronter un top 15. Puis d'un sens, là, tu doubles ton paycheck si tu gagnes. Puis le combat devrait être plus facile, entre guillemets, parce que le gars est un peu plus loin au classement. Étape par étape, je pense que, tu sais, encore là, comme on dit, Charles n'a pas pris tant de dégâts. Donc, peut-être qu'il serait capable de se rebattre quand même rapidement. Malgré que la coupe de poids ne doit pas être le fun à faire. Je pense que c'est ça, surtout. C'est ça, ouais. Fait que peut-être qu'il va prendre son repos, puis il y a 100 000 $ à les dépenser un peu. Fait que peut-être qu'il va en profiter, puis revenir dans 2-3 mois dans un... Je pense qu'il mérite un gars dans le top 15 ou juste à l'extérieur du top 15 pour justement tranquillement franchir les étapes. C'est sûr que du côté de Charles, un Marlon Vera, c'est vraiment intéressant parce qu'on le sait qu'il n'est pas sur une longue... il n'est pas sur une belle série de victoires en ce moment, ça va pas bien. Très mauvaise série. Très mauvaise. Je voulais être poli, mais c'est ça. Il est vraiment pas sur une bonne lancée. Mais ça reste un combattant que les gens aiment voir. Rendu là, c'est un bon gatekeeper. Puis c'est un gars qui s'est pas nécessairement fait finir dans ses derniers combats. Donc, qui aime ça, puis qui aime beaucoup se battre debout. Donc, ayant un Charles Jourdain de l'autre côté, ça pourrait être un combat très intéressant pour Charles de briller avec une performance spectaculaire debout peut-être. Puis justement, de mettre quand même un gros nom, parce que Marlon Vera, c'est un gros nom, à sa fiche. Là. C'est exactement pour ça, moi, je pense qu'il call out Vera, mais moi, c'est mon gros bémol, c'est que Marlon Vera est sur 4 défaites consécutives, 1-5 à ses 6 derniers. Il est encore classé dans le top 10, donc ça confirme ton point qu'il est encore bien considéré par les observateurs, mais moi, je regarde ça de l'extérieur puis je me dis, Charles Jourdain, il challenge un gars qui est déjà à terre. Là. Exactement. Pratiquement. Puis je sais pas le look que ça envoie de dire, je lance un défi à un gars qui est sur 4 défaites de suite. T'as beau t'appeler Marlon Vera. J'aurais préféré pratiquement qu'il donne un défi à celui qui est juste en haut, David Martinez. Puis je pense que David Martinez, il est juste en haut de Vera, 9e. Parce qu'il a battu Vera à son dernier sortie. Puis lui, c'est un jeune Mexicain, Martinez. Je pense qu'il y a 3 combats dans l'UFC. Il est déjà 9e. Je pense que Charles, honnêtement, passe au travers de ce gars-là facile. Le gars n'a pas d'expérience. Il n'a jamais été testé au sol. Il vient de gagner contre Vera. Là, au moins, tu challenges un gars qui est sur une séquence victorieuse. Puis je pense qu'il y a moyen je pense que dans le top 10, là, dans le top 15, c'est peut-être le gars qui est le moins dangereux à mes yeux, David Martinez. Je dis ça comme ça. Mais est-ce que c'est trop gourmand quand c'est à l'extérieur du top 15 de call-out un gars qui est numéro 9? Ou est-ce que Charles pense que c'est plus payant de challenger un gars qui s'appelle Marlon Vera? Peut-être. Mais je trouve ça... Puis j'ai de la misère à me faire une tête, mais de challenger un gars qui est sur 4 défaites de suite, je trouve que c'est peut-être pas au niveau du marketing ou au niveau... Tu sais, quel message ça envoie?
Je suis d'accord. C'est un peu opportuniste. C'est un bon point. C'est un bon point. Qui est sur 3 victoires consécutives. Bref, my two cents à ce sujet. Mike Malott, Mick, il a découpé Gilbert Burns. Là. C'était quand même une grosse victoire. Là. Oui, mais c'est ça. Encore là, tu parles d'un gars qui était à terre, Gilbert Burns. Ouais, c'est un peu le même principe. Il prend sa retraite après le combat. Peut-être qu'il est fini aussi. Ben, littéralement, il a dit tant qu'à me battre, puis plus être à mon 100%, puis plus faire les performances que j'étais capable de faire, aussi bien d'arrêter. Puis il a probablement fait son argent dans le sport. Fait que oui, Mike Malott a fait une grosse victoire. Mais toi, tu penses que c'est plus Burns était pas de calibre, puis c'est pas nécessairement Malott qui a vraiment fait un gros step vers le sommet, là, ou une grosse amélioration. Je pense pas, non. OK. Je pense pas, non. Je pense vraiment que Burns est plus l'ombre de lui-même, là. On l'a vu dans le combat, là, il y a eu quelques blitz, il a essayé quelques trucs, mais avant, il était fatigué. Mais regardez son combat contre Chimaev, là, il était fatigant, là. Contre Olivier. Il prenait les coups, ça ne dérangeait pas. Contre Malott, tu le voyais qu'il était plus sur le pas de recul, puis il explosait, pas de recul, explosait. Mais il n'y avait rien de convaincant. Je pense qu'il n'y a plus autant de désir de vaincre. Fait que je pense que c'est une bonne retraite, puis bien méritée parce que je me suis entraîné avec, puis c'est une très bonne personne. Là. Fait que toi aussi, tu l'as croisé. Ouais, très, très gentil, très généreux, très souriant. Puis, un bon partenaire d'entraînement, dur, mais quand même assez intelligent. Là, moi, je l'ai adoré, Gilbert. Ouais, il dit qu'il veut devenir agent de pas de joueur, mais agent de combattant. Il dit, moi, je vais être du bord des fighters pour aller négocier contre l'UFC. Il y aurait l'expérience pour pouvoir s'offrir ça. Là. Malott, quand même, je veux dire, en striking, il était juste trop rapide. Tu sais, c'est vrai ce que Mick dit, quand même 5 défaites de suite pour Burns. Là. On le savait qu'il avait vraiment ralenti. On en a eu une grosse preuve. Sans rien enlever à Mike Malott qui, lui, il va chercher quand même la plus grosse victoire de sa carrière. Ça lui permet d'entrer dans le top 15. Là. Il est 11e aujourd'hui. Donc, le meilleur reste à venir aussi pour Malott. Là. Le meilleur reste à venir pour Mike Malott, là, qui, oublions-le pas, là, a 5 finishes en 7 combats à l'UFC. C'est un gars qui est très bon. Là, il est sur 4 victoires consécutives. Mike Malott, c'est quand même un technicien. C'est un gars qui est super patient. C'est un gars qui va rester loin. C'est un gars qui va t'endormir un petit peu des bons kicks. Puis là, rapidement, va changer ses vitesses puis va exploser. Avait dominé complètement Neil Magny. Là, on va s'en souvenir. S'était fait surprendre un petit peu à la fin. Au niveau du cardio, mais pour vrai, dominait très bien ce combat-là. Je pense que oui, c'est sûr que Burns est sur la fin de sa carrière. J'ai hâte de voir Mike Malott se tester contre les top 10, top 15 mondial, parce que là, il est rendu là. Je trouve ça intéressant. Ça va être à garder sous la loupe parce que Mike Malott, comme je l'ai mentionné, c'est un gars qui est capable de terminer ses combats. Quand même un bon jiu-jitsu brésilien, un excellent jiu-jitsu brésilien, puis un très bon kickboxing aussi. Là. C'est ça. Est-ce qu'on va lui donner un gars devant lui? Joaquin Buckley affronte Sean Brady. Je pense que c'était à l'UFC 328. Leon Edwards n'a pas d'adversaire. Kamaru Usman veut un combat de championnat, mais il est classé 7e. Ou sinon, juste derrière, un MVP. Mais encore Adam Page, j'arrête pas de dire je veux un gars classé devant moi, puis on lui donne jamais. Ça ferait un bon casse-tête au niveau du striking. Daniel Rodriguez qui est classé 14e qui vient de sortir de prison. Ouais. un bon fighter lui aussi. Bref, on verra la suite. Mais Mike Malott a bien fait à sa première finale et était vraiment émotif par la suite. Parlons de Julien Leblanc, Mick, quelques secondes. Malheureusement pour lui, ça n'a pas... il est rentré à l'intérieur, c'est bon aussi. Malheureusement pour Julien, ça n'a pas été comme prévu. Julien a tendance à commencer ses combats un peu tranquillement. Ouais. C'est un slow starter de son aveu lui-même, alors que Valentin, lui, la très, très grande majorité de ses victoires sont au premier round. C'est un gars qui rush. Ça a été du côté du Suisse, là. Il a jamais donné de chance à Julien. Les coups de pied dans les jambes, bien amené au sol. Il a pris le dos, merci, bonsoir. Ça a duré 2 minutes. Puis dur entrée en matière pour Julien, là, malheureusement pour lui. Ouais, c'était malheureux là, parce que en tant que Québécois, on compte. En tout cas, moi, je compte pour les Québécois. Ouais, on l'adore, là. C'est tellement un bon Jack en plus. Puis, il est bon, là, Julien. Exact, c'est une bonne personne. Ouais, il a... Comme moi, c'est con, mais je disais, s'il réussit à passer le premier round puis à se faire réveiller par son coach, je pense qu'il va sortir fort au deuxième. Puis c'est ça qui me faisait peur, c'est qu'il se fasse finir au premier. Puis c'est ça qui est arrivé. Je pense que
Tu sais, je parlais avec du monde récemment qui ont justement combattu à Samouraï, puis les psychologues sportifs, je pense que c'est peut-être que ça prend un Julien Leblanc pour... Ouais. Je sais pas s'il il a fait affaire avec ça ou whatever, là, mais je pense que, comme tu dis, là, son aveu à lui-même, il est slow starter, puis Calic, peut-être que c'est ça que ça y prend. Quelqu'un qui est capable de unlock le fait que quand le combat commence au premier round, il faut que tu sois prêt à te battre au premier round, puis faut pas que tu attendes de retourner dans ton coin puis manger une claque dans la face par ton coach avant de commencer à te battre. Fait que c'est honnêtement, je pense que c'est juste ça avec Julien, là. C'est malheureux, mais tu sais, je pense qu'il faut pas qu'il lâche. Faut pas qu'il écoute un petit peu les candidatons, là, le monde qui chiale. Là. Ouais, c'est... Mais faut juste qu'il focus sur ses affaires puis qu'il revienne fort parce que, comme tu dis, il y a des skills, Julien. Il faut juste qu'il soit capable de, quand tu s'en vas te battre, mettre tes skills de l'avant puis pas attendre au deuxième round pour commencer à te battre. Exact. Hey, tu sais, c'est fait, là. Il l'a fait, la marche vers l'octogone. Ceux qui savent c'est quoi, là, tu sais, comme Mick, PFL, tu l'as vécu, l'UFC, ça reste quand même impressionnant. Ça reste des grosses organisations. Tu sais que les regards sont vers vous. Tu sais, là, c'était l'UFC à Winnipeg. Il était quand même pas dans le début de la carte. Il y avait du monde, il y avait une énergie. C'était son premier combat. Il savait qui y avait en avant de lui. Ça restait Valentine, c'est le finaliste de The Ultimate Fighter. C'est un gars qui avait 3 défaites à l'UFC, mais qui avait vu de l'adversité, qui avait vu des gros combats. Puis Valentin arrivait avec le couteau entre les dents. Lui, il jouait sa job. Il jouait son contrat. Fait que c'était sûr qu'il allait vouloir gagner de manière dominante puis convaincante. C'est ce qu'il a fait. Je souhaite à Julien Leblanc de juste retourner dans le gym, continuer, refaire un autre combat. J'espère j'imagine qu'il a signé pour plus d'un combat. Puis je souhaite simplement le revoir à l'UFC, puis qu'il ait sa deuxième chance. Se faire justice une deuxième fois. On espère effectivement qu'il va avoir une deuxième chance. C'est pas certain, même si tu as signé un contrat de quelques combats, l'UFC peut te couper quand ils veulent, mais en espérant que Julien va avoir sa deuxième chance. Même chose pour Mandel Nalo. Mick, t'as pensé quoi de Nalo? Il y avait Jai Herbert à sa merci. Il l'avait solidement ébranlé. Puis ça s'est viré comme un dixaine, puis c'est lui qui s'est fait knocker. Ah, c'était... Je m'en souviens encore comme si c'était hier, puis ça fait juste une semaine, là, mais il l'a knock down 3-4 fois. Ça avait l'air facile. Puis on a communiqué on a parlé avec Firas après, puis Firas, il dit, j'arrêtais pas de crier, amène-le au sol. Jai Herbert n'a aucun sol, puis Mandel aurait dit après le combat, non, je voulais vraiment le knocker devant Dana White, je voulais que ça paraisse bien devant Dana White, j'ai trop voulu le knocker, puis c'est ça qui a fait qui a coûté cher à Mandel, c'est qu'il a trop voulu le knocker. Parce que littéralement, Mandel, tout son succès a été fait à distance. Il était assez loin, il touchait, il faisait mal. Puis quand il s'est fait knocker, il s'est fait knockdown 2 fois. La première fois, il est rentré dans un échange, la face première. La deuxième fois, il était chambranlant, puis c'est là que Jai est allé finir le combat. Mais c'est ça, faut que tu te battes sans émotion. Hein. Que ce soit l'UFC, que ce soit Samouraï, que ce soit name it, faut que tu te battes sans émotion, parce que quand les émotions prennent le dessus, c'est rarement positif, honnêtement. Donc, ça fait chier parce que Mandel est quand même âgé, là, 36-37 ans. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, il aurait pu faire du gros bruit. En fait, je pense qu'il a fait du gros bruit, mais sans aller chercher une victoire, ce qui fait vraiment chier. Écoute, on a tous été témoins du talent de Mandel, par exemple. Il est tellement talentueux. Premier combat UFC, il est arrivé comme si rien n'était. Il avait l'air pratiquement nonchalant, de s'en foutre, puis il a dominé pendant 85% du combat jusqu'au moment qu'il s'est fait knockdown. Est-ce qu'il y a le menton fragile, Johan? Est-ce qu'il y a le menton fragile? Je dirais pas qu'il a le menton fragile. Je pense pas. J'ai pas l'impression qu'il a subi énormément de chaos dans sa carrière non plus. Ça reste que c'était toute une main droite qu'Herberg a envoyée. Je veux dire, c'était directement sur le 4 défaites, 3 knockouts, une soumission. OK. 3 il n'est jamais allé dans des victoires-défaites et jamais allé à la décision. Mais c'est ça, Herbert, on l'oublie, mais il y a de la puissance. Là. Il a quand même ébranlé Ilia Topuria. Exactement. Dans leur combat, donc, il était vraiment pas à prendre à la légère, on le sait. Puis Herbert, en tant que bon vétéran, a laissé passer un petit peu la tempête.
est revenu quand même fort. Je pense qu'il a surpris tout le monde là, à Winnipeg. Là. Ouais, 100%, je suis d'accord. Mick, merci beaucoup, mon chum. Je te laisse aller. On a déjà pris plus de temps que tu nous en avais accordé. Merci. Merci énormément. On se voit peut-être le 29 mai à Samouraï. Sinon, on continue de suivre tes péripéties. Allez l'encourager sur ses médias sociaux. Là. Donnez-y du love pour ses vidéos avec Dana White et Sean Shelby là, pour sa place à l'UFC. S'il y a un gars au Canada, au Québec qui mérite sa place, c'est bien notre chum Mick Dufort. Merci beaucoup, mon ami, et on s'en reparle bientôt. À bientôt, Mick. Merci beaucoup, les boys. Puis bonne fin de show. Puis on vous suit, lâchez pas. Merci. Ciao, bro. Voilà, Mick Dufort, effectivement, là, qui poursuit là, sa quête d'une place à l'UFC. Je veux revenir. Il n'y a pas grand-chose à dire. Jasmine Jasdevicius a gagné contre Karine Silva. Elle a protégé son rang. C'était Jiu-Jitsu contre lutte. La lutte l'a emporté. Puis c'était vraiment. Puis j'ai entendu à travers les branches après que Jasmine s'était réveillée le matin du combat avec. Pas dans son assiette. Là. Elle filait pas nécessairement. Fait que ses coachs, son équipe, ils ont dit vas-y prudemment, prends pas trop de risques. Okay. Surtout après sa défaite contre Fioro, ils ont dit genre vas-y ce que tu sais, keep it simple. Ça fait pas de bruit, ça fait pas, tu sais, je veux dire, ça fera pas les gros titres, mais elle est retournée sur le chemin de la victoire, puis demeure dans le top 10 quand même. Donc, si c'est vraiment le cas qu'elle n'était pas dans son assiette, je pense que c'était la bonne victoire. C'était la bonne approche. Là. C'est ça, elle affrontait une fille qui était difficile. Silva au Jiu-Jitsu était créative quand même. Puis le gros KO de la soirée, c'était Marcio Barboza contre Denis Buzukja. Wow! Une grosse droite. Bang! Ouf! Direct sur le catcher. Merci, bonsoir. Donc, Marcio Barboza, lui, c'est à 145 livres, sauf erreur. Donc, il a l'air d'avoir de puissance, s'il vous plaît. Donc, un nom à surveiller. Le temps file. On va prendre un petit 7-8 minutes pour parler de l'UFC en fin de semaine. Certainement. Tu sais, on avait beaucoup d'intérêt pour la carte de Winnipeg parce que les Québécois, les Canadiens étaient sur la carte, mais c'est pas énormément de combattants classés, pas énormément de profondeur. C'est un peu la même chose cette fin de semaine, une carte de l'Apex. La finale est intrigante cependant. Vraiment intrigante. Youssef Zalal, qui est sur toute une lancée, 8 victoires de suite contre l'ancien champion à 135 livres, qui est passé chez les 145, Aljamain Sterling. 18 heures sur TVA Sport 2, la carte de cette fin de semaine. 18 heures TVA Sport 2, la carte dans son intégralité. Opportunité pour Zalal, alors que d'entrer dans le top 5, il est 7e à 145 livres. Sterling est 5e. C'est un bon choc de style également. Très fort dans ses soumissions, son jiu-jitsu, Youssef Zalal, alors qu'on le sait, Sterling est un excellent lutteur. Comment tu vois ça? C'est tout un combat. C'est un peu le Sterling qui est le vétéran. Qui a perdu sa ceinture contre Sean O'Malley, mais qui depuis est quand même revenu, là. Il a gagné contre Ortega, a gagné contre Qatar, a perdu contre Evloev. Par contre, a perdu par décision, donc c'est pas à rougir. A pas énormément de combats, et pas très actif, cependant. Et pas très actif, c'est pas le plus spectaculaire, Sterling. Par contre, est capable de gagner des victoires, 25 victoires, 5 défaites seulement, donc c'est un très bon combattant. De l'autre côté, Zalal, qui lui a fait un retour flamboyant à l'UFC et sur 10 victoires consécutives depuis ce temps-là, a fait des combats de kickboxing et de boxe, là. 10 victoires, si tu calcules son combat il a fait de boxe et de kickboxing. Ouais, exactement. Donc, tu sais, il est vraiment sur une belle lancée. Et lui, là, quand il est arrivé à l'UFC, là, Zalal, là, il n'y avait pas un line-up facile en avant de lui, là. Premier combat à l'UFC, Ilia Topuria. A perdu par décision. Donc, il n'y a pas à rougir. Après ça, va affronter Jung Hoo Choi, Sean Woodson. C'était tous des gros combats, là, pour lui. Donc, Woodson, on le sait, à 145 livres, il fait à peu près 6 pieds 4. Il est vraiment. C'est pas des combats faciles, là. Exactement. Donc, il a vraiment pas eu de cadeau à ses débuts. S'est fait mettre dehors de l'UFC. Là, revient. Événement principal de la soirée contre Aljamain Sterling. Zalal est vraiment dans une belle position pour faire beaucoup de bruit et faire un retour vraiment incroyable, là. J'ai parlé à Zalal cette semaine d'ailleurs. Super sympathique. C'est un combattant marocain, est installé aux États-Unis depuis son adolescence. On a parlé du fait justement qu'il a été coupé de l'UFC en 2022, de retour en 2024 et depuis ce temps-là, c'est vraiment il est inarrêtable. If I told you back then in 2022 that you would be in this position today, would you have believed it? Maybe after 2 months after I got cut, maybe, yes. After the first fight when I won back, yes. But I think when I got cut, no, I was just like lost young kid. I really didn't know what was going on, what's going to happen next and stuff like that. And that was kind of like the biggest thing. And what he taught me is patience and don't focus so much on the future. Like let it be, whatever happens, focus on what's now, the present. And I think that's the biggest change. But I think earlier, no. Maybe later, yes, 100%.
And obviously, you can see with my style and just the fighting from the old Yusuf and now Yusuf. I always said I would kill the old Yusuf if I ever fought him. You know what I mean? Alors voilà, vous le voyez, le sourire accroché au visage en permanence, c'est ça. Il dit, j'étais juste jeune. Tu sais, il y a la chance que ce soit arrivé tôt dans sa carrière quand même, le coupé à 25 ans. Tu sais, début de carrière, il est arrivé il a commencé à 23, coupé à 25, de retour à 27 environ. Là, il y a 29 aujourd'hui. Tu sais, donc, c'est arrivé en début de carrière, il était jeune, il était un peu perdu. Il était prudent au début aussi. Tu sais, il le dit à la fin, il a complètement changé son style. Il a fait quoi? Je pense que c'est 5 combats ou 7 combats à l'UFC dans sa première séquence, toutes des décisions. Et là, il a été coupé. Depuis ce temps-là, c'est 8 victoires en arts martiaux mixtes. Il y a 7 finishes, 6 soumissions, 1 KO, je pense. Il est vraiment devenu un combattant spectaculaire aussi. Puis on le sait que ça aussi, c'est important. Puis ça lui donne énormément confiance. Là. Exactement. On l'a vu, là, il est très dominant, mais ce qui est le fun avec Zalal, c'est qu'il est pas juste dominant, mettons, au sol, c'est que c'est un combattant qui est très complet, capable de faire des bonnes mains, se déplace bien gaucher, droitier, et beau à regarder. Moi, je trouve que c'est un combattant qui est élégant à regarder, qui est quand même spectaculaire, capable de terminer le combat au sol. Tu sais, 10 soumissions en 18 victoires, donc c'est un combattant qui va être spectaculaire. Si Zalal est capable de terminer Aljamain Sterling, ça va être une victoire incroyable pour lui. Là. Sterling ne s'est jamais fait passer de soumission. On le dit, il est vraiment très, très bon en lutte. Donc, Jiu-Jitsu contre lutte, comment on voit ce jeu d'échecs-là? Écoutons encore une fois Youssef Zalal. 100%. He's one of the best grapplers in that top 10, top 15, probably even in the whole featherweight division, to be honest. I know 100% he's going to be going to the ground, and that's what's the beauty of this fight. You know what I mean? I get to test my jiu-jitsu, my grappling, my wrestling, and all that stuff. But like I said, man, I'm very excited. I'm chasing that one to be the only guy to ever finish him in the ground. So I'm pursuing that, and we'll see. If it happens, it happens. It doesn't, we'll stay in the feet. Si ça reste sur ses pieds, il pense, avec son expérience en boxe, en kickboxing, qu'il aurait l'avantage aussi contre Sterling. Mais ça tend à aller au sol. Si tu as à choisir une discipline au sol, c'est-tu le lutteur qui gagne ou c'est le spécialiste du jiu-jitsu? Ah, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ben, peut-être que j'irai avec la lutte. La lutte avec le positionnement, avec les frappes, avec le ground and pound. Peut-être que j'irai du côté de la lutte. Par contre, tu sais, Zalal qui semble très excité à l'idée d'aller au sol puis de tester ses soumissions contre le lutteur Sterling. Donc, un combat très intéressant, un choc de style. Et on va voir, parce qu'il s'y rentre dans le top 5 sur 9 victoires de suite, 6 à l'UFC, va devenir... C'est sûr qu'il va être sur une liste potentielle de championnat. Là. Je pense pas mal couler dans le béton Kevloev avec lui qui est invaincu puis qui a 10 victoires à l'UFC ou 11 là, maintenant. C'est sûr qu'il va avoir une chance au titre avec Volkanovski. Mais par la suite, le gagnant de ça, est-ce que Zalal, en cas de victoire, ou même Sterling, en cas de victoire, pourrait être un adversaire potentiel? C'est pas impossible. Norma Dumont contre Jocelyn Edwards, ça, c'est la demi-finale. C'est pas deux filles qu'on connaît énormément, mais c'est deux filles qui sont très bien classées. Surtout Norma Dumont, qui est 3e, qui, elle, est sur 6 victoires consécutives, mais toutes par décision. Puis là, elle me fait rire parce que elle dit Amanda Nunes elle est rendue prudente, elle finit plus ses combats, on veut voir des combattants spectaculaires. Moi, je suis spectaculaire, mais fille, tu vas juste toujours à la décision, tu sais, comme, allô? Oui, tu gagnes, mais comme, si t'en as une qui devrait pas parler de ça, c'est toi. Et Jocelyn Edwards, elle, contrairement, elle est sur toute une séquence, mais 4 victoires de suite, 4 finishes. Et là, c'est dangereux parce qu'elle arrive un peu à la dernière minute, ou en tout cas, dans les dernières semaines, parce qu'elle remplace Yana Santos, qui devait être l'adversaire initial de Dumont. Puis Edwards a levé la main parce qu'elle, c'est une chance en or. Elle est classée 11e. D'entrer dans le top 3, pratiquement, et de voler le rang de Dumont. Là. Puis Jocelyn Edwards, qui est pas à prendre à la légère. Elle est bonne, on l'a vu la dernière fois. Là, qui est vraiment très, très bonne. Qui a 7 KO, qui a 5 soumissions à sa fiche, qui a perdu par clé de bras à son 2e combat professionnel, qui depuis ça, n'a jamais subi la défaite par mise hors de combat. Donc, à chaque fois qu'elle perd, c'est des décisions. De l'autre côté, on a Dumont qui est bonne, qui est capable de gagner par décision, oui. Mais Jocelyn Edwards, qui est une guerrière, qui va vraiment aller à la guerre, qui va pas reculer, comme je l'ai mentionné, est capable d'aller au sol, capable de se battre debout. Donc, du côté de Dumont, ça reste un adversaire très coriace, même si c'est quelqu'un de dernière minute. Là. Non, exact. Elle a passé, en février, elle s'est battue Edwards, donc ça fait pas si longtemps que ça. Combat, victoire facile, dominante contre la Française Nora Cornol.
Puis dans cette division-là, ben, on a l'impression que tu as Nunes, Kyle Harrison, la championne. Nunes, on attend ce duel-là avec impatience. Puis tu as le reste. Exact. En étant classé numéro 3, il y a encore Juliana Peña qui est dans les parages également. Je veux dire, n'importe qui pourrait avoir un combat de championnat contre Harrison ou Nunes, puis on a l'impression qu'il se ferait juste démolir. C'est mon opinion. Mais bref. N'en demeure pas moins que ces filles-là, avec leur séquence de victoire, pourraient potentiellement se retrouver dans cette position-là. Rafa Garcia contre Alexander Hernandez, ça, on est chez les légers ou les plumes? Attends, je vais retourner voir. 155 livres. On est à 155, exact. J'ai mis les plumes là, dans mon document, mais effectivement, parce que Hernandez, on le sait, il était descendu chez les plumes. Oui. Ça n'a vraiment pas bien été. Il est remonté chez les légers, puis là, il est sur une bonne séquence là, avec 4 victoires de suite, 2 KO consécutifs. 2 gros KO de suite, Il est pas super. Il est arrivé tôt à l'UFC. Puis là, il trouve une deuxième vie. Là. C'est le fun de voir un vétéran comme ça, Hernandez. Mais là, c'est pas facile. Là. Garcia est un combattant. C'est ce que j'allais dire. Là. A devant lui quand même un très bon test. Le Garcia qui est un bon Mexicain. Là. Ben, très solide au niveau du jiu-jitsu brésilien, là, à ne pas sous-estimer 8 soumissions, mais de très, très solides mains. Une boxe très solide. Pour elle, il cogne vraiment dur, Garcia. C'est ça, il y a plus de soumissions, c'est surprenant, mais effectivement. Il y a quand solide, même la boxe en lui en étant Mexicain. Là. Donc, il n'a pas dû se faire finir souvent non plus. Là, mais Hernandez, avec 4 victoires consécutives, va chercher une grosse victoire contre Garcia. 5 victoires consécutives, revient vraiment sous les radars et éventuellement vient se chercher une place peut-être dans le rang du top 5, du top 15. Là. Ouais, il a perdu une seule fois par KO, une seule fois par la limite Garcia. Puis c'était en 2024 contre Grant Dawson, qui est un bon combattant. Dawson, là, on l'a vu récemment. Mais oui, Hernandez, c'est vrai, mais c'est une division où il y a tellement de profondeur que ça te prend des méchantes belles séquences de victoire, puis des gros noms. Je ne sais pas si c'est un assez gros nom, Garcia, pour rentrer dans le top 15, mais en tout cas... Se rapprocherait éventuellement d'une place. Il serait vraiment pas loin. Là. Davy Grant, Adrian Luna Martinetti, si ça vous dit rien, Luna Martinetti, c'est normal. Ça va être son premier combat à l'UFC. On lui donne un gros test en Davy Grant. Charles arrête pas de dire personne ne va affronter Davy Grant. Il dit moi je l'accepte, je l'ai affronté, je l'ai battu relativement facilement, mais c'est un gars dangereux, c'est un vieux routier, c'est un vieux loup. Il en a vu d'autres. Il va vouloir faire oublier cette défaite-là contre Jourdain puis dire le kid, c'est pas sur mon nom que tu vas te faire le tien. Puis je regardais Martinetti, c'est ça, il s'est battu, c'est un gars de l'Équateur, il s'est battu en Amérique du Sud. Le niveau de compétition, il va pogner quelque chose, là, je pense, en fin de semaine. C'est sûr que c'est pas le même niveau de compétition, surtout si on peut voir 17 victoires, une défaite. Dans ces 17 victoires, a quand même seulement 10 finishes, donc c'est pas énorme. Dans des circuits vraiment mineurs. Exactement, dans des circuits mineurs. Là, va affronter le vieux vétéran de 40 ans, Grant, qui lui, c'est ça, comme tu l'as mentionné, n'a pas à rougir de sa dernière performance, parce que Charles Jourdain a sorti un lapin de son chapeau en faisant un coup de genou à la volée, terminé ça avec une guillotine, sa signature. Par contre, c'est tout Martinetti qui a un très gros plat dans son assiette. Regarde, je le connais pas, Martinetti, on va le surveiller. S'il passe à travers Grant à son premier combat à l'UFC, c'est sûr qu'on va l'avoir sur notre radar, mais je pense du côté du vétéran pour celui-là. Montel Jackson est classé 14e à 135 livres. C'est ça. Ça, c'est chez les coqs. Là. Donc, c'est des divisions qui peuvent avoir un impact, notamment sur Charles, parce qu'on est pas loin du top 15, pardon. Parce que Jackson est 15e. Raoni Bachellas a déjà été dans le top 15, en est ressorti après une mauvaise séquence, mais là, ça va mieux. Lui aussi, c'est un bon vétéran de 38 ans. Là. Il est sur 4 victoires de suite et Montel Jackson revient lui était sur toute une séquence, revient d'une défaite par décision partagée contre Davison Figueiredo. 6-1 à ses 7 derniers. Donc, 2 gars qui sont sur des bonnes séquences, qui vont bien. On joue la fin du top 15 à ce niveau-là. C'est des combattants talentueux. Là. C'est des combattants très talentueux. C'est un combat qui est très relevé. C'est 2 combattants qui ont, j'ai l'impression, qui ont leur place dans le top 15, mais c'est tellement relevé autour de eux, la compétition est tellement relevée qu'à chaque fois qu'ils gagnent un combat ou 2, font vraiment face à des combattants très, très doués, très talentueux. J'ai hâte de voir si Barcelos va être capable de revenir parce que moi, je trouve que Montel Jackson, c'est un combattant qui est très bon, qui est très doué, autant sur ses pieds qu'en jiu-jitsu brésilien. Fait que ça reste un combat qui est très relevé là, chez les poids coqs. Là. Gardez ça en tête parce que Charles s'est battu la semaine dernière. Oui. Là, juste une semaine après, tu as ce combat-là. Ça pourrait être intéressant. Le gagnant de cette fin de semaine pourrait être un adversaire potentiel pour Charles. Certainement. Au niveau des rangs 13, 14, 15 dans ces eaux-là. En même temps, c'est un bon barème de savoir
Charles est rendu où en regardant un combat comme ça. Là. Ouais, exactement. On pourra comparer effectivement le talent et les aptitudes de chacun. Voilà donc pour cette UFC. Je le rappelle, 18h, TVA Sport 2. On prend les dernières minutes de l'émission pour faire le tour des actualités. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. Restons chez les coqs puisqu'on en parle. Corey Sandhagen, Mario Bautista confirmé pour International Fight Week, l'UFC 329 le 11 juillet. Ça, c'est un combat super, super relevé. Sandhagen est classé 4e, Bautista 8e chez les 135 livres. C'est un rematch, mais ça date. Sandhagen, à son 3e combat à l'UFC, avait passé une soumission assez facilement au premier round à Bautista, qui lui en était à ses débuts à l'UFC. On parle d'il y a 7 ans. Mais depuis ce temps-là, les deux ont gravi les échelons, sont rendus parmi l'élite. Bautista, c'est 9-1 à ses 10 derniers combats. Incroyable. La seule défaite, c'est contre Umar Nurmagomedov. Avantage Sandhagen, j'aime son style. Il a affronté les meilleurs. Mais il faut vraiment pas compter Bautista pour battu. C'est la même équipe d'ailleurs que Kyler Phillips. Hein? C'est des partenaires d'entraînement les deux ensemble. Avantage Sandhagen, je suis d'accord au niveau peut-être de la variété, peut-être au niveau il est très spectaculaire, un peu imprévisible avec ce qu'il va t'envoyer. Par contre, au niveau de la puissance peut-être puis de l'explosion, au niveau de Bautista, frappe très dur et très explosif. Bautista, très rapide aussi. Technique pure et dure, là, c'est un excellent Exactement technicien. Ce que j'allais dire. Et beaucoup de technique. Tu travailles vraiment simple. T'es un combattant beaucoup plus simple. Donc, ça va être vraiment la simplicité puis la force de Bautista contre la souplesse puis la fantaisie de Sandhagen un petit peu. Donc, ouais, je suis d'accord que c'est un combat qui est très, très intéressant. Ça, je suis sûr, Bautista, chance en or de rentrer dans le top 5. Là. Exactement. Donc, ça va être à suivre parce que c'est ça. Là, ça commence à prendre forme. International Fight Week, Gable Stevenson. Oui. Toute cette carte-là, notamment. Est-ce qu'on connaît son adversaire? Non. Pas encore. Puis Dana White a dit que ça devrait pas être un adversaire classé chez les lourds. Là, on devrait pas lui donner tout de suite quelqu'un du top 15. Bonne idée. Je sais pas qu'il n'y ait pas une mauvaise idée. On peut prendre, tu sais, ça va être une superstar. Là, si on veut en prendre soin, c'est exactement. Faut pas aller, ça sert à rien d'aller trop vite. Il est encore jeune. Il est encore dans sa courbe d'apprentissage de combattant d'arts martiaux mixtes. Oui, en lutte, il est phénoménal, mais je veux dire. Il n'y a pas énormément de combats de MMA encore. Non, je pense que c'est 3 ou 4. Il a fait un peu de boxe aussi, mais tu sais. C'est ça, faut pas le brûler trop vite parce que si les pronostics se réalisent, tout le monde le voit potentiellement champion. Là, donc, à suivre. Hulberg s'est confirmé, on en parlait la semaine passée, mais un peu hypothétiquement, mais il est passé jeudi dernier sur le bistouri pour une déchirure du ligament croisé antérieur. D'après moi, au moins 1 an d'absence. Peut-être que dans 9 mois, il va pouvoir recommencer à s'entraîner. Il faut que tu te donnes quelques mois pour des camps d'entraînement. Augmenter le niveau, se préparer pour un combat. Donc, on ne le voit pas vraiment revenir avant milieu 2027 là, ou début 2027. C'est dommage. Entre-temps, on fait un intérim, selon toi? Je pense qu'on devrait faire un intérim, oui, exactement, pour solidifier la catégorie des 205 livres. Puis quand Hulberg ira mieux, ben il affrontera le champion intérimaire. Exactement. Topuria Tsarukyan, c'est divertissant sur les médias sociaux. Topuria s'en prend. Topuria, il tire sur tout ce qui bouge là, présentement. Là. Gaethje, Paddy Pimblett, Makhachev, exactement. Puis, mais là, c'est Tsarukyan qui il lui dit c'est un débile léger qui dépense l'argent de son père. Alors que puis le Tsarukyan lui répond, il dit il se rase les faux-founes. C'est pas un vrai homme, il se rase les faux-founes. Mon Dieu. Ça va le pauvre. Mais tout ça pour dire que ça fait jaser quand même. Parce que Tsarukyan, il veut un combat de championnat contre Ilia Topuria. Donc, on bâtit ça quand même, on bâtit une rivalité. C'est pas mauvais là, non plus pour le show et le marketing. Du côté à Tsarukyan, on n'avait pas le choix de réagir parce que Tsarukyan est beaucoup trop talentueux et avait aucune chance d'avoir un combat de championnat, je pense, s'il décidait pas de se réveiller puis d'essayer de se créer un personnage. Et là, c'est ce qu'il fait, puis il le fait très bien. On l'a vu avec tout ce qu'il fait, avec ses compétitions de lutte, avec tout ce qu'il a amassé. Il a vraiment... Son social media game a vraiment pris un step. Là. Exactement. Il poste sur une base presque régulière. Il est sur des streams. Et là, éventuellement, quand lui va revenir à l'UFC, ça va être immense. Quand Tsarukyan va refaire son prochain combat à l'UFC, ça sera pas le même engouement que lorsqu'il faisait ses combats dans les dernières années. Donc, il a réussi sa mission d'aller chercher un plus gros fanbase. Là. Notamment avec, et vous l'avez peut-être vu passer, Phil, je t'ai mis un lien là, dans notre document, là, ce qu'il a fait en lutte à RAF.
Oui. À Uriah Faber. Oui. Et pour ceux qui nous écoutent en vidéo, vous allez le voir dans quelques instants, mais il a carrément Lancé dans les gradins. plaqué Uriah Faber, il l'a amené, il l'a garoché. Les deux se sont garochés à l'extérieur des matelas, mais on parle de loin, plusieurs mètres, il l'a traîné. Dans les estrades. Dans les estrades, ou presque par-dessus par-dessus la table des commentateurs. Oui. Il faisait pas ça. Il avait pas besoin de faire ça. J'ai pas vu le combat, mais il dominait totalement. C'était prévisible parce qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus massif. Faber est même plus actif. C'était une domination totale. Il avait pas besoin de faire ça. Mais il savait que ça allait y amener des clics. Moi, je pense qu'il y a vraiment une stratégie derrière ça. Il y a une stratégie, puis on le voit parce que, tu sais, c'est vraiment un petit peu loufoque, puis un petit peu, c'est fantaisique ce qu'il fait, puis c'est vraiment, c'est pas toujours dans le cadre, là, puis c'est pas toujours tout le monde qui aime ça non plus. Non, il y a encore des blessés, là. C'est vraiment juste pour faire parler, là, tu sais, on l'a vu, là, il y a eu beaucoup de, tu sais, même à ses derniers combats de lutte qu'il faisait après les combats, ça se battait, il y avait des brawls, permettez-moi l'expression, là, à la fin des combats, donc c'est sûr qu'il faut faire attention parce que on veut pas essayer de brimer le sport, on veut garder ça dans le respect, c'est un beau sport, c'est un sport noble, mais pour faire parler de Tsarukyan a trouvé sa solution. Là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en comme on dit, et c'est ce qui se passe avec Arman Tsarukyan. Merci à Phil, merci à tout le monde en régie, merci à vous à la maison, merci mon cher ami. Yes. J'étais très heureux de te retrouver ici en studio, on met ça la semaine prochaine. Je vous rappelle que le SOS Podcast est disponible sur toutes les plateformes, en audio sur Cube et également en vidéo sur tvasport.ca et sur la page YouTube de TVA Sport. Je m'appelle Ben Baudouin et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao tout le monde.